Le 13 novembre, j'étais comme beaucoup de monde chez moi à regarder la télévision parce que j'avais envie de me reposer. Donc j'ai regardé le match un peu de façon superficielle. Et puis je suis pas allé au bout parce que j'étais avec ma femme et puis on n'est pas vraiment passionné de football. Donc on a arrêté le poste assez tôt. C'était le soir de la finale de Secret Story. Avec ma sœur, on gardait notre petit frère et un ami nous a rejoints. Il était paniqué quand il est arrivé parce que sa mère lui avait parlé de coups de feu dans Paris. Il a voulu qu'on regarde les infos et ma sœur a fini par céder et accepter qu'on change de chaîne. Quelques minutes, juste le temps de comprendre ce qu'il se passait. Finalement, on a passé la nuit vissée devant les infos, à rien comprendre. C'est le lendemain que nous avons appris ça. Et en fait, étonnamment, j'avais un message d'une collègue des États-Unis qui mettait un message à ce propos. C'est le message que j'ai vu en premier. Et puis après, évidemment, avec les médias, on a appris tout ça, tout ce qui s'était passé. Et dans un premier temps, c'est pas du tout le scientifique qui réagit dans mon cerveau. Nous nous souvenons quasiment tous de ce soir du 13 novembre 2015, de ce que nous faisions, de la manière dont nous avons appris, de la peur, de la sidération. 10 ans plus tard, forcément, nous nous en souvenons tous différemment. Il y a la mémoire des victimes, de leurs proches, des habitués, des lieux ciblés, et puis celle de la nation tout entière. Et pourtant, tout ont un point commun. La mémoire individuelle, comme la mémoire collective, comme la mémoire sociale, toutes les strates de la mémoire, elles simplifient. C'est le jeu de la mémoire de simplifier. Comment ne pas tomber dans ce piège de la mémoire ? Comment se rappeler ? Comment commémorer ? Pour les victimes, comment dépasser le traumatisme ? Dans les jours et semaines qui ont suivi les attaques, Francis Eustache a repris ses lunettes scientifiques pour construire avec l'historien Denis Péchanski un programme de recherche absolument inédit. C'est le programme 13 novembre. Depuis une décennie, avec des dizaines de scientifiques, d'organismes de recherche, de témoins, de victimes, de citoyens, ils essaient de comprendre les traces que les attaques du 13 novembre 2015 ont laissées dans chacun de nos cerveaux. Et comment une société tout entière peut aider des victimes à dépasser leur traumatisme. Je suis Margot Brunet, journaliste à Cerveau et Psycho. Bienvenue dans Braincast, notre podcast dans lequel des scientifiques vous parlent de ce qui se passe dans leur tête, mais aussi dans la vôtre. Pour ce 5e épisode un peu spécial, avec ma collègue Ilona Bouvard, nous allons à la rencontre du neuropsychologue Francis Eustache, à l'occasion des commémorations des attaques terroristes du 13 novembre 2015. Bonjour Francis Eustache, vous êtes donc le responsable scientifique du programme 13 novembre. C'est un programme extrêmement ambitieux. Donc pour bien comprendre comment vous avez monté tout ce travail avec vos équipes de recherche, est-ce que vous pourriez nous raconter ce sur quoi portaient vos travaux justement avant les attaques du 13 novembre 2015 ? Oui, en fait, je travaille sur la mémoire humaine depuis longtemps. Ça fait quelques décennies. Je suis neuropsychologue de formation et j'ai commencé ma carrière avec des examens de patients. Donc on a affaire à un patient. Et la question qui est posée, elle concerne ce patient. Est-ce que ce patient a telle ou telle maladie ? Comment on peut l'aider ? Comment on peut le prendre en charge ? Comment on peut l'orienter, etc. Et pendant 20 ans, en gros, j'ai travaillé essentiellement dans ce domaine. Et puis, progressivement, je suis devenu chercheur. J'ai fait de plus en plus de recherche en imagerie cérébrale. J'ai appris pas mal de choses en imagerie avec différentes techniques d'imagerie. Et puis, il y a un tournant qui est à la fois un tournant théorique général dans les neurosciences, qu'on appelle les neurosciences sociales, donc où le rôle des interactions sociales et ses influences sur le cerveau est de plus en plus sur le devant de la scène, ce qui est nouveau. Avant, les neurosciences étaient quand même assez éloignées de tout cela. Et ce que l'on va faire avec Denis Péchanski, ce que nous allons mettre en place, c'est les neurosciences sociales de la mémoire. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés au Mémorial de Caen, donc au musée Mémorial de Caen, ce grand musée sur la Deuxième Guerre mondiale, enfin pas que, mais qui est centré sur la Deuxième Guerre mondiale. Denis Péchanski, c'est un historien, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on est en quelle année à peu près ? Ça commence en 2012. On se rencontre en 2012 et puis on a ces rencontres formelles, informelles, amicales, avec d'autres personnes. Et au début, ce qui est difficile, ce sont les mots. Par exemple, mémoire collective, qu'est-ce que ça veut dire ? Mémoire sociale, mémoire culturelle, mémoire communicative. On a fait des projets, des beaux projets. Je peux en citer deux. C'est comment les mémoires collectives et sociales de la Deuxième Guerre mondiale s'immiscent dans les cerveaux.
On a pu répondre à cette question d'une façon scientifiquement valide et ça a été publié dans une grande revue, c'est Nature Human Behavior qui a une déclinaison de Nature, enfin c'est quand même pas rien. Et en fait, on est passé par des dépôts légaux à l'INA de journaux télévisés, de 40 ans de journaux télévisés et c'était les reportages qui portaient sur la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième étape, dans le musée mémorial de Caen, avec la complicité de son directeur du moment, qui était Stéphane Grimaldi, on aménage une salle expérimentale dans le musée. Donc c'est une salle qui est visitée uniquement par nos participants. Et dans cette salle, il y a à la fois des images qui portent sur la Seconde Guerre mondiale et des légendes relativement complètes, assez longues. Ensuite, nos participants, qui sont des personnes qui ont une trentaine d'années, qui n'ont pas vécu la guerre, mais qui sont imprégnés quand même par l'histoire de la guerre, comment ça leur a été transmis. Ces personnes visitent et puis 2 jours après, ils viennent à Cicéron. Cicéron, ça s'écrit C-Y-C-E-R-O-N. Cicéron, c'est le centre d'imagerie qui se trouve à Caen, qui est un grand centre d'imagerie, presque historique, parce que c'est un des premiers de France. Et là, on leur propose un examen d'IRM pendant un test de mémoire, où on leur demande de reconnaître des petites phrases qui appartiennent ou non à ce qu'ils ont visité 2 jours avant dans le mémorial de Caen. Alors, là, il y a 2 résultats qui sont intéressants. Premièrement, les résultats sont meilleurs quand il s'agit de petites phrases qui appartiennent à la mémoire collective ou sociale de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a cet effet qui va accentuer la mémorisation en mémoire épisodique. Il y a le socio-culturel, la mémoire sociale culturelle qui améliore les performances en mémoire épisodique. Et en plus, on a des représentations cérébrales de ce mécanisme. Et notamment dans le cortex préfrontal médian qui est particulièrement impliqué. Donc c'est une région qui est intéressante parce que c'est une région qui est impliquée dans la cognition sociale. Et donc on voit que cette cognition sociale, elle influence les performances en mémoire. Ça veut dire qu'on se souvient d'autant plus d'un événement quand c'est un événement collectif qui a fait l'objet d'un travail de médiatisation, de mémorisation par exemple des commémorations, par un travail journalistique ou, comme vous venez de l'évoquer, par des journaux télévisés. Oui, c'est exactement ça. C'est le travail qui a été fait en dehors des individus. Donc c'est cette mémoire qu'on appelle plutôt sociale, parce que elle transcende les individus, mais elle a un effet top-down extrêmement important sur les individus. Alors, il y a beaucoup de sociologues qui vous diraient ben oui, c'est normal. Et ça, je dis d'accord. Quand on me dit ben oui, je dis d'accord. Mais encore fallait-il le montrer avec des tests cognitifs et encore plus en montrant les représentations cérébrales de ces effets qui avaient été étudiés auparavant par les sciences sociales, mais où les psychologues étaient extrêmement peu présents et les neuroscientifiques encore moins. Donc cette jonction, pour moi et pour mes collègues, je pense qu'elle a été extrêmement importante parce que c'était la première fois qu'on montrait ça. Bon, c'est un papier qui a eu un certain retentissement. Et puis nous, ça nous a beaucoup renforcé dans nos hypothèses que pour comprendre la mémoire, il fallait qu'on travaille ensemble avec les sciences sociales, les neurosciences, les sciences des données. Enfin, tout le monde était invité au banquet de la mémoire. Et c'est comme ça qu'on allait franchir des étapes vraiment nouvelle. Et c'est ce premier travail, du coup, qui vous a mené à élaborer le projet 1311 ? Disons que ce travail-là, il nous a donné des clés terminologiques, des clés sémantiques. Il nous a permis d'affiner des méthodologies et de montrer que c'était possible. Et avec un résultat, avec une publication. Alors, Deuxième Guerre mondiale, vous allez me dire, on est assez loin des attentats. Je suis d'accord, on est loin des attentats. Il y a eu un deuxième travail qui a été très important, qui a commencé un petit peu plus tard, mais c'était dans les années aussi 2014, par là. C'est justement à ce moment-là que vous avez commencé à travailler, vous et une de vos étudiantes, Fanny, avec un chercheur en sciences cognitives américain, un chercheur qui s'appelle William Hurst. Lui, il travaillait déjà à ce moment-là sur les attaques du 11 septembre 2001. Alors justement, comment il a fait, lui, pour s'intéresser à ces attaques et à la manière dont leurs souvenirs s'insèrent dans la population américaine? Il avait envoyé notamment, juste après le 11 septembre, des questionnaires, soit par mail, soit par papier, à peu près 1000 personnes. Et ces questionnaires, donc, qui portaient sur la mémoire des attentats, il les a envoyés à nouveau à 3 reprises, c'est-à-dire en tout 4 fois. 1000 personnes 4 fois. Sauf que c'était pas toujours les mêmes personnes. Et ce qu'on a pu faire avec Fanny, c'est que Fanny revienne
avec les 200 questionnaires qui avaient été remplis à 4 reprises par les mêmes personnes. Et là, on a fait des analyses textométriques. C'est-à-dire qu'on a repéré un certain nombre d'indicateurs du fonctionnement de la mémoire au plan émotionnel, au plan spatial, au plan temporel, à ces 4 reprises. Donc c'était une analyse automatique qui fonctionnait avec des systèmes d'intelligence artificielle moins puissants que ceux dont on dispose maintenant, mais qui nous ont permis quand même de montrer l'évolution de cette mémoire de ces personnes, avec notamment les aspects temporels qui étaient de plus en plus imprécis. Et ça, typiquement, c'est le genre de méthodologie qu'on a transposé de façon assez directe dans le 13 novembre. Lorsque surviennent les attaques terroristes de novembre 2015, en France, Francis Eustache est donc déjà entouré d'une équipe de neuroscientifiques et d'historiens qui décortiquent ensemble l'évolution de la mémoire individuelle et collective après un événement particulièrement marquant. Il nous avait montré à l'échelle cérébrale que les éléments sur lesquels il y a eu un travail de médiatisation, de commémoration, sont mieux retenus que les autres. Si cela peut paraître presque trivial, c'est pourtant un changement de paradigme majeur. Cela veut dire que la mémoire d'un individu dépend de celle d'une société tout entière. Alors en 2015, dès le lendemain des attaques, c'est sur cette articulation entre le collectif et le personnel que ces chercheurs ont voulu se pencher, pour comprendre aussi ce qui pourrait aider les victimes à dépasser leur traumatisme. L'élément déclencheur, c'est la lettre d'Alain Fuchs. Alors Alain Fuchs, c'était le PDG du CNRS. J'en parle au passé parce qu'il est décédé récemment, il est décédé il y a quelques mois. Et il a envoyé une lettre à la communauté scientifique en demandant aux chercheurs de réagir avec leurs armes en quelque sorte. Et donc il propose un certain nombre de dispositifs. Et donc et c'est à partir de là qu'on a commencé à échanger avec Denis Péchanski de façon sérieuse, quoi. Et puis avec des collègues avec lesquels nous travaillons déjà. Et sans ce petit groupe, sans ce noyau dur, en fait, on ne serait pas parti sur quelque chose d'aussi ambitieux, il faut bien dire, d'aussi hors norme. Et Alain Fuchs nous a donné rendez-vous avec ses collaborateurs au siège du CNRS rue Michel-Ange le 4 janvier. Donc en gros, on avait un mois pour préparer un dossier, parce que cet entretien, on a bien compris qu'il était essentiel et que on n'aurait peut-être pas forcément une deuxième chance. Et donc là, on a activé nos réseaux de collègues qui étaient prêts à travailler avec nous. Alors il y avait le noyau dur du départ, puis il y en avait d'autres, et puis on a pris des contacts à l'étranger, on a demandé des conseils, et on a élaboré le pré-projet, et on est arrivé dans le bureau d'Alain Fuchs avec un document d'une 50aine de pages, qui est en gros l'architecture du futur programme. Il y a des choses qui se sont rajoutées après, évidemment, puis qui ont été peaufinées, mais la masse critique était là. En quelques mots, avant d'aller sur peut-être les résultats, etc., à ce moment-là, quels sont les objectifs fixés du programme 13 novembre ? Je suppose la trame, c'est de se dire on va suivre des proches ou des victimes pendant longtemps, mais vous vous dites tout de suite, il faut que ce soit au croisement entre le déclaratif et l'imagerie. Alors, il y a plusieurs études, c'est un programme. Donc, il y a plusieurs mots-clés. C'est un programme qui sera transdisciplinaire. Transdisciplinaire, ça veut dire qu'il va être conçu par des chercheurs d'obédiences différentes, de disciplines différentes. Ça, c'est très important. Il aura une vocation patrimoniale et ce sera annoncé d'emblée. C'est-à-dire que le but, c'est pas de comprendre ce qui s'est passé au moment des faits. Nous ne sommes pas journalistes, nous ne sommes pas historiens dans le sens de reconstituer les faits précis, même si c'est évidemment important. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la construction des mémoires sur une durée de 12 ans. On pensait au départ 10 ans plus 2 ans d'analyse. En fait, ça va être 12 ans de recueil de données parce qu'il y a le Covid qui est arrivé entre-temps, qui nous a un petit peu bousculé dans notre calendrier. Donc, il y a d'abord ce qu'on va appeler l'étude 1000. 1000, c'est 1000 entretiens, comme Bill Hearst. Sauf que Bill Hearst, c'était des questionnaires écrits. Là, c'est audiovisuel, donc avec un dispositif beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus lourd, beaucoup plus ambitieux, puisque c'est l'INA le donneur d'ordre en quelque sorte. Donc ça se passe soit dans les studios de l'INA à Brie-sur-Marne, donc dans un cadre idéal, soit ça se passe pour les autres lieux
toujours sous l'égide de l'INA, mais là, l'opérateur, c'est le CPAD. Le CPAD, c'est le département images du ministère de la Défense, qui est habitué à se déplacer comme ça sur des lieux divers, qui aménage des studios, soit dans différents lieux parisiens, soit dans des villes de province, quand il s'agit de villes de province, Caen, Metz, Montpellier. Puisque l'étude 1000, c'est 4 cercles. Donc le cercle 1, ce sont les personnes qui sont au plus près des attentats, qui sont au Bataclan, qui sont sur les terrasses, qui sont aux abords du Stade de France. Les personnes endeuillées sont les intervenants, les policiers qui sont arrivés sur les lieux au plus tôt, puis tous les soignants, les pompiers, etc. Ça, c'est le cercle 1. Cercle 2, ce sont des personnes qui habitent ou qui travaillent dans ces quartiers, mais qui n'étaient pas présentes, mais qui sont très concernées par ces quartiers. Et elles voient l'évolution du quartier après les attentats. Il y a les plaques commémoratives, il y a les touristes qui viennent photographier le Bataclan, etc. Oui. Ça fait partie de l'évolution après les attentats. Cercle 3, c'est la métropole parisienne dans son ensemble. Et puis cercle 4, donc on s'écarte encore, et ce sont ces 3 villes, Caen, Metz, Montpellier. Pourquoi ces 3 villes ? Parce que Caen va avoir un statut particulier pour la partie biomédicale, et on va avoir besoin de faire un lien entre l'étude 1000 et l'étude biomédicale, dans le sens où l'étude biomédicale qu'on appelle Remember, c'est une étude ancillaire de l'étude 1000. Justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Certains des participants donc de l'étude 1000 participent aussi à l'étude Remember et ils font en plus donc des questionnaires, des IRM. Ils passent aussi des examens médicaux d'imagerie, c'est ça ? Ancillaire, ça veut dire qu'il y a une partie des participants de la grande étude 1000 qui deviennent aussi des participants de Remember. Donc Caen et Metz-Montpellier, bon déjà, pour la carte de France, Metz-Montpellier, c'était pas trop mal. Et en plus, il y a des équipes qui sont prêtes à mettre en place des dispositifs de façon très réactive. Parce qu'on va commencer tout ça le 12 avril 2016. Ce qui est un résultat incroyable. Donc le programme 13 novembre, il est unique par son ampleur et par l'aspect coordonné des différentes études. Si ce programme est absolument unique, c'est donc pour plusieurs raisons. À la fois parce qu'il repose sur des chercheurs de domaines particulièrement différents, l'histoire, les neurosciences et même les sciences politiques, mais aussi parce qu'il commence très tôt après les attaques. Plus encore, il s'intéresse à des personnes plus ou moins touchées par ces attentats. Il y a donc 1000 personnes, 1000 bénévoles incluses à cette étude 1000, qui répondent régulièrement à des questions sur les attaques pendant des entretiens vidéo organisés grâce à l'Institut national audiovisuel, l'INA, et au département images du ministère de la Défense. Et 200 de ces 1000 personnes vont en plus passer des examens neuropsychologiques afin de suivre l'évolution de leur cerveau à l'aune de ces attentats. L'objectif principal, là encore, c'est de comprendre le traumatisme des victimes. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment justement pour parler de ce que c'est un trauma sur le plan cérébral et le plan cognitif ? Un trauma, c'est la rencontre en quelque sorte malheureuse d'une personne et d'une situation traumatique. Et d'ailleurs, dans les critères actuels, c'est le premier critère. C'est cette rencontre où la personne se trouve en face d'une situation qui la dépasse, qui met en cause sa propre vie, sa propre existence ou l'existence d'autres personnes. Et où cette personne se trouve démunie pour agir de façon vraiment efficace pour faire changer l'ordre des choses. Bon, là, c'est un traumatisme de grande ampleur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent confrontées à ce traumatisme. Il y a des réactions immédiates qui sont importantes. Comment la personne va réagir immédiatement ? Alors là, pour le programme 13 novembre, le programme n'est pas démarré au moment des faits, ça vous l'avez bien compris. Le programme, il va démarrer 6 mois après, et la première grande phase, elle va durer à peu près 1 an. Alors c'est plus court pour l'étude 1000. L'étude 1000, ça dure quelques mois, mais Remember, ça va durer en gros 1 an. L'étude 1000, c'est 1000 personnes. Remember, c'est 200 personnes. L'étude est faite sur un seul site. Donc, ça veut dire 200 IRM, 200 examens psychopathologiques, 200 examens neuropsychologiques. Tout ça, ça prend du temps. Il faut des moyens, il faut des lieux pour le faire, etc. Donc, on n'a pas d'informations au moment des faits. Par contre, on va utiliser des questionnaires qui vont nous permettre de nous renseigner sur comment les choses se sont passées et comment la personne a réagi à ce moment précis. Ensuite, il se passe du temps et on va parler de troubles de stress post-traumatique quand des symptômes subsistent au moins 1 mois après l'événement traumatique.
Et si vous voyez que des symptômes durent plusieurs mois après l'attentat, même plusieurs semaines d'ailleurs, vous allez organiser un entretien spécifique pour comprendre si la personne est touchée potentiellement par ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Oui, c'est exactement ça. C'est un entretien qui est extrêmement long, qui demande une formation spéciale, soit par un psychiatre, soit par un psychologue qui est dûment formé à cet entretien. Là, c'est pas un questionnaire, c'est vraiment un entretien où on va au fond des choses. Il y a même des séances qui sont faites en amont avec les personnels, avec des jeux de rôle, etc. Donc, pour arriver à ce diagnostic, où on va repérer notamment des intrusions qui sont un peu le cœur du syndrome. Les intrusions sont des images au sens large du terme. Ça peut être des bruits, ça peut être des odeurs. C'est très sensoriel, c'est très émotionnel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas des souvenirs. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu gêné quand je parle de souvenirs traumatiques ou de mémoire traumatique, parce que on met des choses extrêmement disparates dans tout ça. Et là, les intrusions, ce sont pas des souvenirs, parce que ce sont au contraire des éléments disparates qui appartiennent à l'événement traumatique, mais qui ne sont pas contextualisés comme un souvenir. Un souvenir, il est contextualisé, et comme il a ce contexte, il sert un peu de véhicule pour le faire évoluer, pour faire en sorte qu'il se modifie au fil du temps. Alors que ces intrusions disparates, elles sont figées. Et ça va provoquer chez la personne une réaction. Alors des réactions, y compris végétatives, la personne va transpirer, elle va avoir des sursauts, elle va se réveiller aussi la nuit, il y a tous ces flashbacks, ces cauchemars qui accompagnent ces intrusions. Et la grande particularité, qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que ces intrusions, elles sont vécues au présent. C'est-à-dire qu'elles sont à nouveau là. C'est pour ça qu'on va parler de blessé psychique, parce que c'est toujours le couteau dans la plaie. C'est très différent d'un souvenir, même d'un souvenir triste. On peut se souvenir d'un enterrement d'une personne chère, mais c'est le passé. Et le fait que ce soit le passé, eh bien, ça permet progressivement, non pas d'oublier des moments difficiles de notre vie. On n'oublie pas les moments difficiles de notre vie, mais on prend de la distance. On prend de la distance et on fait en sorte que notre vie redémarre et qu'on se projette à nouveau dans le futur, etc. Là, ces intrusions, elles sont terribles en elles-mêmes. Et en plus, elles vont alimenter le fait que le trauma est central dans la mémoire de la personne. Est-ce que vous auriez un exemple d'une intrusion d'une personne qui a été concernée par les attaques du 13 novembre 2015 ? Celles qui reviennent souvent sont les bruits de Kalachnikov. Et alors, ça peut être en plus réactivé par des bruits réels. Vous voyez, une porte qui claque, ou quand on est en ville, il y a des bruits, on sait même pas d'où ça vient, mais il y a des bruits. Et donc, ça peut être réactivé par des indices extérieurs comme ça. Mais ça peut être des images plus diffuses, par exemple, un lieu clos. Donc, évidemment, on pense aux salles de spectacle, mais le lieu clos, ça peut être les transports. Vous voyez, un train. Il y a souvent des indices extérieurs qui vont susciter l'intrusion. Et alors, deuxième symptôme très important, c'est l'évitement. C'est-à-dire que la personne a bien conscience que c'est quelque chose qui alimente la psychopathologie. Donc, le deuxième grand symptôme, c'est l'évitement, mais c'est trop se protéger. Et trop se protéger, c'est se couper de tas de situations, c'est se couper aussi de l'aide des autres, du soutien social qui vient des autres. Troisième grand symptôme, je l'ai évoqué, c'est toutes les manifestations végétatives qui accompagnent, mais qui sont un peu en aval. Puis après, on est un peu à la frontière de ce qui fait partie du syndrome. Et ce qui est comorbidité, ça va être des idées dépressives, voire une vraie dépression, potentiellement des addictions, mais vous voyez, qui sont des comorbidités, mais qui sont fréquentes. Voilà, je vous ai décrit très schématiquement ce qu'est un trouble de stress post-traumatique, PTSD en anglais, pour Post-Traumatic Stress Disorder. Toutes les victimes des attentats ne réagissent pas de la même manière, que ce soit sur le moment ou dans les jours, semaines, années qui ont suivi. Certaines personnes restent profondément marquées sans développer de syndrome de stress post-traumatique, alors que d'autres vont s'en retrouver envahis. Ils vont alors revivre l'attentat, ressentir la peur, la terreur et souvent chercher à s'en protéger au point de se renfermer sur eux-mêmes. Alors l'équipe de Francis Eustache a cherché à comprendre d'où viennent ces différences. Pourquoi certains dépassent le traumatisme et d'autres pas. Ils ont mis le doigt sur un aspect clé, la résilience. Une des choses qui conditionne le développement d'un TPSD, c'est la résilience. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est ?
La résilience, c'est un processus dynamique qui prend ses racines avant le trauma. Il y a des personnes qui vont être plus ou moins résilientes face à ce type de situation. C'est pour ça que je parlais d'une rencontre entre une personne et une situation, et que effectivement 2 personnes qui sont pourtant placées au même endroit, qui sont soit dans le Bataclan, ou qui sont soit dans les terrasses ou un autre lieu où ont lieu ces attaques, vont réagir complètement différemment. Alors la résilience, elle prend ses sources avant, pendant, la réaction qui va avoir lieu au décours immédiat de la situation traumatique, et ensuite. Et ensuite, c'est la personne, certes, qui puise dans ses réserves, dans ses capacités d'adaptation dynamique, mais qui va être aussi capable de puiser dans les ressources qui lui sont proposées, sous la forme d'interaction avec les autres. Alors c'est le soutien social avec les proches, la sphère intime, mais ça va être les collègues, ça va être les voisins, et puis ça va être, pour un événement collectif de cette ampleur, ça va être en fait la nation tout entière. C'est comment réagit le pays, quels sont les messages qui lui sont donnés ou qui ne lui sont pas donnés. Parce qu'il y a les personnes qui vont se sentir totalement concernées par la mémoire qui s'écrit autour d'elles, et puis d'autres, au contraire, qui vont se trouver plus ou moins écartées de cette mémoire. Alors, je prends un exemple très simple. Quand on pense mémoire du 13 novembre, le mot qui vient le plus souvent, c'est Bataclan. C'est la mémoire du Bataclan. Mais le 13 novembre, ce n'est pas que la mémoire du Bataclan. C'est les terrasses, c'est les abords du Stade de France, Saint-Denis, vous voyez. Donc, on voit les fractures qui s'opèrent. Bien malgré nous, nous chercheurs, on a toujours essayé de corriger quand on nous pose des questions comme ça. On dit non, il y a le Bataclan, c'est là qu'il y a eu le plus de morts. C'est très important, évidemment, de parler du Bataclan. Et ça, les politiques l'ont très vite compris. Et quand il y a les commémorations tous les ans, les politiques vont se rendre aux différents endroits. C'est très important. Mais il n'empêche que la mémoire individuelle, comme la mémoire collective, comme la mémoire sociale, toutes les strates de la mémoire, elles simplifient. C'est le jeu de la mémoire de simplifier. Et au niveau de la mémoire individuelle, vous avez montré notamment que la résilience, elle était conditionnée par la plasticité cérébrale des hippocampes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait ? Alors, il faut peut-être revenir aux groupes qui ont été étudiés. Parmi les 200, il y en a 80 qui appartiennent au cercle 4, donc qui sont de camp. On considère que ce sont des personnes contrôle, parce qu'elles n'ont pas été traumatisées, même si elles ont une empathie par rapport à tout ce qui s'est passé ces jours-là. Et puis il y en a 120 qui étaient au plus près des attentats. Donc on a uniquement cercle 1, cercle 4, pour des raisons évidentes de faisabilité. Et parmi ceux du cercle 1, lors de la première phase, c'est-à-dire quand on a reçu ces personnes à Caen, dans le laboratoire, il y en a à peu près la moitié qui souffraient de troubles de stress post-traumatique et les autres qui ne souffraient pas de troubles de stress post-traumatique. Donc, qui avaient mis en place des mécanismes de résilience. Donc, on aboutit donc à 3 groupes, puisqu'on va comparer, certes, ces personnes dites exposées au contrôle, non exposées, mais parmi les exposés, il y en a la moitié qui développent la psychopathologie et l'autre moitié qui développent au contraire des mécanismes de résilience qui sont composites, mais qui leur permettent effectivement de dépasser peut-être une période de stress aigu, parce qu'on ne les a pas vus à ce moment-là. Elles ont certainement une période de stress aigu, mais n'ont pas développé cette psychopathologie, en tout cas au moment où on les voit. Donc le seul facteur qui peut expliquer leur résilience, c'est des événements qui sont peut-être antérieurs et la manière dont leur cerveau peut-être... C'est pas la seule, il y a certainement pas une raison. Alors aujourd'hui, je peux pas vous répondre de façon formelle. J'espère que dans quelques temps, je pourrai vous donner des réponses à ça. C'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. Il y a un premier article qui est paru en 2020 sur la comparaison de ces 3 groupes en imagerie cérébrale. C'est un article qui a été publié dans Science, où on montre la faillite des mécanismes de contrôle de la mémoire chez les personnes qui ont développé un trouble de stress post-traumatique, et on montre au contraire que ces mécanismes de contrôle de la mémoire sont presque exacerbés chez les personnes qui ont été exposées et qui n'ont pas développé ce trouble. Ça, c'est un premier résultat qui est majeur, parce qu'on montre à la fois le mécanisme physiopathologique, donc qui conduit au trouble de stress post-traumatique,
et le mécanisme physiologique qui protège. Pour autant, on n'a pas identifié là les raisons. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des raisons, en gros, qui précèdent? Est-ce que la personne avait déjà des dispositifs biologiques ou autres, ou liés à son histoire de vie, etc., qui la protègent? Ou est-ce que c'est plutôt ce qui va se passer après? Et puis, il y a les articles qui sont parus sur le volume des hippocampes. Les hippocampes, ce sont les régions du cerveau qui sont particulièrement impliquées dans la mémoire épisodique et qui ont un rôle à jouer aussi dans les intrusions. Les intrusions, ce ne sont pas des stigmates de la mémoire épisodique, mais c'est quand même le dysfonctionnement de l'hippocampe qui va faire en sorte que ce qui est mémorisé, ce n'est pas de la mémoire épisodique, mais ce sont ces intrusions disparates. Donc, schématiquement, les intrusions, elles sont aussi dépendantes d'un mauvais fonctionnement hippocampique. Alors, on a montré dans des publications qui ont été faites dans les 2020, 2021, 2022 que les hippocampes étaient altérés chez les personnes qui avaient un trouble de stress post-traumatique et notamment certains sous-champs hippocampiques. Le programme 13 novembre a ainsi atteint l'un de ses objectifs principaux, confirmer ce que d'autres études avaient déjà constaté, notamment chez des traumatisés de guerre, soit qu'à l'échelle de la structure du cerveau, un trouble de stress post-traumatique est lié à une altération dans une région majeure pour la mémoire, l'hippocampe. Cette structure cérébrale est particulièrement impliquée dans ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire qui contient les souvenirs des moments que nous avons vécus. Lorsque les personnes développent un syndrome de stress post-traumatique, leur hippocampe ne fonctionne plus normalement. Il leur fait revivre la scène comme au moment présent. C'est une intrusion. Et encore plus récemment, l'équipe du programme a montré que chez certaines victimes, cette atrophie de l'hippocampe peut se résorber, s'atténuer. Et les personnes peuvent alors retrouver le contrôle de leur mémoire. Ce qui a été montré dans le dernier article, qui est paru très récemment, c'est des mécanismes de plasticité qui se mettent en place, notamment chez un 4e groupe de sujets, qui est extrêmement important à considérer. Je crois qu'ils sont 16. Ce sont ce qu'on a appelé les rémitants. Les rémitants, ce sont ceux qui changent de catégorie. C'est-à-dire que dans la première phase, en 2016, ils sont dans le groupe des exposés PTSD+, et puis en 2018, quand on les revoit 2 ans après, ils sont passés dans le groupe des exposés PTSD-. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ils ont évolué. Alors, est-ce qu'ils sont guéris? Le terme de guéri est toujours ambigu parce que justement, dans le trouble de stress post-traumatique, on est toujours à la merci d'un réveil, parfois avec des conséquences dramatiques. Mais bon, ils vont mieux. Et donc, ce que montre ce papier, c'est que ce qui accompagne cette résilience, le fait qu'ils aient pu surmonter cette psychopathologie, eh bien, c'est une évolution qui est favorable de cette sclérose hippocampique, donc qui reprend une pente ascendante. On sait donc aujourd'hui que certaines personnes sont dites rémittantes, que chez elles, donc, le syndrome de stress post-traumatique finit par s'effacer. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à comprendre pourquoi? Alors, ça, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense qu'il y a des réponses. Il y a des réponses qui tiennent à leur vécu antérieur, où nous avons des informations, mais qui sont partielle, parce que c'est l'anamnèse qui est très bien faite par le médecin, qui est refaite aux différents temps de l'étude. Mais bon, l'anamnèse, ça vaut ce que ça vaut. La personne peut oublier. On n'a pas de marqueur génétique. Désormais, l'équipe du programme 13 novembre entame la 3e phase de l'étude Remember. Cette fois, il s'agit de visualiser ce que créent les intrusions à l'intérieur du cerveau, la manière dont elles se manifestent. Pour ça, ils vont utiliser une autre technique d'imagerie qu'on appelle la tomographie par émission de positons. Cette technique permet, grâce à l'injection de marqueurs radioactifs, bien sûr rendus inoffensifs au préalable, de visualiser l'activité au niveau cellulaire. Cette nouvelle étape permettra d'aller encore plus en détail. Grâce aux IRM, les chercheurs ont compris que les intrusions sont liées à un défaut dans une région cérébrale particulière, l'hippocampe. Avec la tomographie par émission de positons, ils vont pouvoir zoomer encore un peu plus, cette fois jusqu'au niveau neurobiologique. Est-ce qu'on a une idée de comment la mémoire collective et la mémoire sociale a impacté les rémitants, justement, que vous avez Alors là, la question est excellente, mais les réponses seront plus longues.
parce que, déjà, ce sont des petits groupes de personnes. Et là, il faut qu'on regarde spécifiquement ces aspects-là. Il y a des travaux en cours qui s'approchent de cela. Il y a une étude dont j'ai pas parlé, mais c'est l'étude du CREDOC qui est extrêmement intéressante. Le CREDOC, ce sont donc des études régulières sur des questions sociétales qui sont posées à un panel représentatif de la société. Avec le programme, justement, donc vous avez inclus des interrogations sur la mémoire notamment collective des attentats, à ces enquêtes régulières du CREDOC. C'est d'une richesse exceptionnelle. Donc là, on a des photographies de l'évolution de cette mémoire sociale au fil du temps, avec le 13 novembre qui prend une place très importante parmi les autres attentats survenus dans le monde depuis 2000. Donc schématiquement, il y a le 11 septembre 2001, même s'il s'est passé loin aux États-Unis, qui constitue un peu comme une sorte de matrice du XXIe siècle. Il y a les attentats du 13 novembre, les attentats de janvier 2015, c'est-à-dire Charlie Hebdo, Hypercacher, Montrouge. Et puis, très loin derrière, il y a Nice et puis d'autres événements dramatiques, mais qui ont eu beaucoup plus de difficultés à rentrer dans la mémoire collective, alors pour des tas de raisons qu'il faut analyser. Dépasser un traumatisme dépend d'énormément de facteurs. Il y a évidemment l'histoire de vie d'une personne, mais aussi sa réaction pendant l'événement. Vient ensuite le soutien social des proches, mais aussi, et c'est primordial, celui de la nation tout entière. D'ordinaire, les événements que nous vivons intègrent notre mémoire épisodique, puis au fil du temps, perdent de leurs détails, se mélangent à d'autres qui leur ressemblent. Ils s'ancrent alors dans notre mémoire sémantique et deviennent surtout des connaissances, des concepts. Mais lorsqu'un traumatisme survient, cette sémantisation ne s'opère plus et des détails sensoriels et ressentis persistent sous la forme d'intrusion, de ressassement. En février dernier, l'équipe du programme 13 novembre a publié un article expliquant que ce processus de sémantisation implique la coopération entre le cerveau et la société. Cela veut dire que le travail de la mémoire collective, les échanges entre individus, le soutien social, mais aussi les commémorations et leur médiatisation, tout ce travail qui se fait en dehors d'un individu concerné, aide les victimes à inscrire l'événement dans leur mémoire sémantique et à dépasser le traumatisme vécu au présent. Et nous, justement, quand on a préparé cette émission avec Ilona, il y a une question dont on ne savait pas trop quoi faire, et cette chose dont on ne savait pas quoi penser, c'était la force ou peut-être la faiblesse que peut représenter cette mémoire sociale, mémoire collective. Si on prend le début de notre raisonnement avec Ilona, c'est de se dire tout simplement la mémoire collective, elle sous-entend des commémorations régulières. Elle sous-entend qu'il y a un travail journalistique et médiatique qui amène à parler souvent des événements. Est-ce que ça, c'est pas une double peine pour les victimes parce qu'on les remet face à leur traumatisme souvent et on le leur impose? Alors, il y a les commémorations tous les ans. Et puis, il y a eu un moment qu'on n'a pas évoqué là jusqu'à présent, je voudrais en dire un mot, il y a eu le procès, qui a été un moment peut-être extraordinaire quand on parle de la mémoire et des différentes strates de la mémoire. Donc ce procès, il a été attendu, il a été redouté par les victimes et les personnes qui gravitent autour des victimes. Il a eu lieu, il a duré 8 mois, ce qui a été considérable. Il a été très médiatisé. Si je peux me permettre un jugement de valeur, il a été bien médiatisé. C'est-à-dire que c'était pas lancinant, c'était pas hyper médiatisé, c'était un retour vers le grand public qui était de qualité. C'est-à-dire où on a entendu beaucoup de choses. On a entendu les parties civiles, on a entendu les avocats, les médecins spécialistes du domaine, etc. On a remis à plat beaucoup de choses. Et ça a permis peut-être de corriger le travail insidieux de la mémoire. Parce que la mémoire, elle est insidieuse. La mémoire, elle simplifie beaucoup. Dans notre tête, on a plein de choses. Donc 13 novembre, ça fait partie... Bon, moi, je suis biaisé. Et vous l'êtes aussi un petit peu. Enfin, en tout cas, ces jours-ci. Mais monsieur tout le monde, 13 novembre, c'est parmi plein de choses. Donc, il faut simplifier. Donc, 13 novembre, Bataclan. J'ai envie de dire point barre. Enfin, vous voyez, c'est redoutable. Donc, c'est là qu'il y a la double peine. Parce qu'il y a les gens qui sont dedans, il y a les gens qui sont pas dedans. Et vous avez bien compris, l'essence de la résilience, c'est du soutien. C'est une reconnaissance. C'est ce qui permet d'avancer. Je voulais juste dire ce mot du procès parce que je pense que c'est un épisode où les mémoires se sont rassemblées. C'est pour ça que je disais que c'est extraordinaire. Parce que là, on a eu un contact sur une durée longue. On a eu ces contacts entre ces différentes strates de la mémoire.
Et ça, on le voit dans les études du Crédoc, c'est remarquable, hein, où on revoit cette remise à niveau de la mémoire. C'est extraordinaire, moi, je trouve, de montrer ça. Ce dispositif, il est quand même unique, hein, quand on voit ça. Puis en plus, ce sont des graphiques, c'est extrêmement parlant. Ce que montrent les études du Crédoc au moment du procès des attentats, si je me trompe pas, c'est que le grand public, celui qui est pas du tout dans le cercle 1 qu'on évoquait tout à l'heure dans votre étude 1000, se souvient mieux, après le procès des attentats, ils se souviennent beaucoup mieux des lieux, du nombre de victimes, de la chronologie, de tout le travail qui a été fait, ce qui prouve qu'en fait, un procès, ça a aussi une fonction mémorielle. Il y a une fonction judiciaire, il y a une fonction mémorielle. Alors évidemment, sa fonction première, c'est judiciaire, on est bien d'accord, hein. Mais là, puisqu'on parle de la mémoire, il y a eu cet effet aussi sur la mémoire. Alors, pour revenir à votre question l'aspect un peu, entre guillemets, traumatique des commémorations. Si vous voulez, on peut pas empêcher l'emballement médiatique, et ce sera le cas des 10 ans. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un moment donné, il y a un pic. Vous voyez, dans tous les journaux, il va y avoir des unes, il va y avoir des couvertures, et puis ça va être repris dans les télés, les radios, c'est comme ça. Mais je pense que les gens s'y préparent, si vous voulez, à ça. Ce qui est plus dur, c'est le lendemain. Et moi, je me souviens de l'anniversaire qui a suivi le procès. Et c'était très dur. Parce que justement, le procès était terminé. Il y avait plus cet aspect, vous voyez, fusionnel presque des personnes qui se rassérénaient, vous voyez, qui se réconfortaient. Il y avait plus ça. Et ça a été un moment difficile. Et c'est peut-être ça, en fait. Ce à quoi il faut réfléchir, c'est ce temps d'après. Donc, les commémorations, je pense que les choses vont être bien faites. Mais bon, après, il y aura l'après. Et c'est vrai que les 10 ans, c'est un tournant. Les membres des associations en parlent très bien, avec des avis un peu différents. Vous savez que les associations, elles vont évoluer. Life for Paris, 13-11-15, Fraternité Vérité, elles vont évoluer parce que c'est 10 ans. Et le lien au sein des associations, il évolue aussi. Il y a 3 ans, j'avais déjà interrogé Francis Eustache à l'occasion des commémorations des 7 ans des attaques du 13 novembre 2015. Je lui avais dit à l'époque que je ne savais pas quoi faire, pas quoi penser de ce 7e anniversaire. C'était un chiffre qui ne tombait pas rond, je trouvais que les commémorations n'étaient peut-être même pas assez importantes. Alors, maintenant que nous nous approchons des 10 ans, je me dis que peut-être il faut s'accrocher justement à ce que la recherche scientifique nous a permis de tirer de ces attaques. Bien sûr, ce programme 13 novembre nous a apporté de la connaissance. Il nous a appris ce qu'est, à l'échelle cérébrale, un traumatisme. C'est loin d'être tout. Il a surtout fédéré, rassemblé. Pour mener à bien l'étude 1000 et l'étude Remember, il a fallu mobiliser des chercheurs, amener des volontaires, parfois des victimes elles-mêmes. Il a fallu qu'elles se livrent, qu'elles se replongent dans leurs souvenirs, qu'elles reviennent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elles l'ont fait, je crois, parce que ce programme leur a permis de tirer quelque chose après les attaques, de ne pas en rester là. Il leur a permis de faire sortir de la connaissance et donc de faire gagner la recherche scientifique. C'est aussi ça, ce que fait ce programme et ce que fait la science plus largement quand elle le peut. Nous faire aller au-delà de la souffrance. Il y a autre chose qui m'a profondément marqué dans les travaux de Francis Eustache. C'est que nous, journalistes, avons un rôle dans cet ancrage mémoriel. Que nos récits, nos angles sont aussi responsables de la manière dont se construisent les souvenirs individuels et donc peut-être les traumatismes. Bien sûr, je le savais déjà et cela paraît presque trivial. En revanche, avoir la preuve scientifique que nos contenus peuvent contribuer à aider certaines personnes à dépasser un traumatisme, je crois que cela renforce encore plus notre responsabilité en tant que journaliste. Vous venez d'écouter Braincast, un podcast de Cerveau et Psycho. Je suis Margot Brunet et j'ai écrit et tourné cet épisode avec Ilona Bouvard. La réalisation et le mix sont de Gautam Shukla. Braincast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux et sur cerveauetpsycho.fr et pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à ce podcast et à notre magazine. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre prochain épisode.